Salut, c'est Alain. La langue française est devenue langue officielle de la France en 1539, lorsque l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose que les actes d'administration et de justice soient rédigés, je cite, « en langage maternel français et non autrement ». C'est ce qu'on apprend à l'école. Et, dit-on, c'est afin de permettre une meilleure compréhension des actes officiels et par là même de renforcer le pouvoir monarchique que le français devient langue officielle du droit et de l'administration, au détriment du latin, bien sûr, mais aussi des dialectes patois et langues régionales. En imposant le français, François Ier lui permet de s'affirmer et de se renforcer, de devenir une langue stable, cohérente, qu'à peu de choses près on comprend encore au XXIe siècle. Parce qu'en fait, on parlait quoi en France avant? Et ce français, finalement, entre gaulois et latin, entre langue d'oïl et langue d'oc, il est sorti d'où? Au départ, en France, comme chacun sait, il y a des Gaulois. Pas que, mais quand même. C'est-à-dire globalement des Celtes. Et puis arrivent les Romains, et enfin les fameuses invasions germaniques dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps. Mais finalement, si on y regarde de près, il y a assez peu d'éléments celtiques dans notre langue, et à peine plus de germanique. En fait, ce sont les Romains qui ont donné les éléments de base du français. Au commencement, donc, était le latin. Ok, j'annonce ça comme si c'était la nouvelle du siècle. Et tout le monde sait bien que le français est une langue latine. Et qu'au lendemain de la conquête de la Gaule, par César, on a commencé à parler latin dans notre pays. D'accord, d'accord. Mais quel latin? Parce que si on y réfléchit bien, ce n'est pas du tout une langue figée, mais à ce moment-là, une langue tout à fait vivante. Je veux dire que si l'on regarde les textes que nous avons à notre disposition, entre le latin de l'Antiquité classique, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et celui de l'Antiquité tardive, 800 ans plus tard, ce n'est déjà plus vraiment la même langue. Allons-y, si vous l'osez. Comparons le latin de Plaute, celui de Cicéron, de Pline ou de Lucrèce, et vous verrez toutes les modifications qui ont déjà eu lieu à l'aube du Moyen-Âge. En fait, on peut même dire que le latin est resté vivant dans la littérature, la poésie, le théâtre, mais aussi le droit. Et jusqu'au début du siècle dernier, c'est en latin qu'étaient présentées les thèses secondaires du doctorat d'État. Eh oui. Mais pardon, je m'égare bien au-delà du XVe siècle. Et là n'est pas le sujet. Mais si l'on en revient à ce qu'on parlait pendant le Moyen-Âge, de quel latin s'agit-il au juste? Le latin médiéval, c'est quoi? Du latin classique, latin d'église, latin de cuisine? Au départ, les Gaulois apprennent donc cette langue qui est celle de leurs envahisseurs. Mais ce n'est pas la langue académique et classique de Cicéron, mais plutôt le parler des soldats et des marchands. C'est un latin familier, vulgaire, bien différent de la langue écrite. Cela a un impact sur le vocabulaire, évidemment, mais aussi sur la grammaire et les fameuses déclinaisons chères aux écoliers. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. À cela, il faut ajouter un élément qu'on n'envisage pas forcément spontanément, la prononciation. Pour les Gaulois, le latin reste une langue étrangère. Et vous voyez bien aujourd'hui, dans l'ensemble, comment ça fait quand un Français essaye de parler anglais. Ça se repère de loin. C'est pareil à ce moment-là. Et du coup, les mots eux-mêmes évoluent par le biais de déformations phonétiques importantes. Bon, au début du Moyen-Âge, on a donc en France des gens qui parlent un latin plus ou moins dégénéré. Manu supra idolum adje primum et septimus de quatuor. Ça veut dire quoi? En plus d'un dialecte gaulois
pas forcément compréhensible d'un village à l'autre, d'une tribu à l'autre. Ah, et bien sûr, il faut ajouter à cela les fameuses invasions barbares. Franques vers le nord, wisigothiques vers le sud, pour faire simple. Bref, à partir d'un moment, ce n'est plus vraiment du latin, à tel point que vers 794, Charlemagne envoie une lettre aux évêques et abbés exigeant d'eux qu'une attention particulière soit apportée à la correction du latin dans la communication écrite, parce qu'on n'y comprend plus rien. Cela s'inscrit dans la réforme carolingienne, qui consistait à former des prédicateurs afin qu'eux-mêmes puissent à leur tour éduquer correctement l'ensemble du peuple. Il espère qu'ainsi, une norme officielle venue d'en haut deviendra la norme de tous. Même si on peut considérer cela comme un échec, on observe malgré tout que des échanges entre parler populaire et langue savante aboutissent à une certaine latinisation du parler en général. Et parallèlement à ce latin, qu'Alcuin, ami et conseiller de Charlemagne, qualifie de rustique, les linguistes s'accordent habituellement pour dire que dès le 8e siècle apparaît le roman. Comme leur nom l'indique, les langues romanes sont dérivées de ce que parlaient les Romains, et sont donc des langues latines. Et cela vaut pour le français, mais aussi l'italien, l'espagnol, le portugais, et le roumain évidemment. Roman, romain, roumain, évident non? La première trace que nous avons de cette langue romane, c'est le Sermon de Strasbourg, un document écrit en 842 quand Charles le Chauve et Louis le Germanique, fils de Louis le Pieux et petit-fils de Charlemagne, signent une alliance militaire contre leur frère aîné, Lothaire Ier. On considère aujourd'hui qu'il est l'acte de naissance de la langue française. Ce n'est pas rien. On y observe une langue largement détachée de la langue mère latine. Certains de ses traits phonétiques et syntaxiques sont communs aux langues romanes, tandis que d'autres caractéristiques sont déjà celles de ce qui allait devenir le français. En fait, cette notion de roman est quand même assez ambiguë, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une langue à part entière. Bien sûr, on a ce texte des Sermons de Strasbourg, mais on sait qu'on a également une multitude de dialectes en France, et le fait que les rois aient couché par écrit un accord politique ne fait pas du langage utilisé la langue officielle du pays. On peut alors diviser ces dialectes en deux branches, qu'on va nommer d'après leur traduction du mot « oui ». Ce sont la langue d'Oïl, au nord, et la langue d'Oc, au sud. Enfin, quand je dis « la langue », c'est encore un abus de langage. Mais bon, faisons avec. La, ou les langues d'Oïl, donc, ont gardé une base gauloise, c'est-à-dire celtique, et une influence germanique plus importante, tandis que la langue d'Oc est plus proche du latin, avec assez peu de celtique, quasiment pas de germanique, malgré une forte présence wisigothique. Mais en revanche, une nette influence du basque, une langue à part entière, non latine. Mais rappelez-vous, le royaume de France se développe à partir du nord. Les Mérovingiens, ce sont des Francs. Et c'est pourquoi, parmi les langues d'Oïl, et au détriment de la langue d'Oc, c'est le francien qui va s'imposer comme base du roman. Globalement, donc, du 5e au 9e siècle, on parle gallo-roman, ou roman, cette langue d'Oïl de la moitié nord de la France. Enfin, quand je dis « on parle », vous avez bien compris que c'est une tendance, une sorte de moyenne. C'est la langue de la politique, des échanges commerciaux, et donc progressivement plus ou moins comprise par le plus grand nombre. Il est difficile de dire, évidemment, quand le roman laisse place à du français. Enfin, de l'ancien français, encore difficile à comprendre pour nous dans son texte original. Jusqu'au XIe siècle, il n'y a pas vraiment de littérature. On trouve surtout des vies de saints, et comme ce sont des ouvrages religieux, ils sont généralement écrits en latin. Mais à partir du XIe siècle, ça change, et on voit apparaître les chansons de geste, d'abord, avec la première d'entre elles, la chanson de Roland. Puis la littérature courtoise,
les récits sur Arthur et la table ronde. Et enfin, la satire, avec évidemment le roman de renard. Littérature d'abord orale, elle se répand d'abord grâce aux troubadours, au sud et aux trouvères, au nord. Mais pour que ces raconteurs d'histoires itinérants puissent vivre, il faut bien qu'ils se fassent comprendre d'une région à l'autre. Si la France est toujours divisée linguistiquement entre Languedoc et Languedoil, celles-ci tendent malgré tout à s'uniformiser. Le XIe siècle, c'est aussi l'époque où le français s'exporte en Angleterre, grâce à Guillaume le Conquérant. Ce français, matiné de normand, avec un certain héritage viking donc, devient langue internationale et rayonne en Europe. À partir du XIIe siècle, les récits seront enfin couchés par écrit, ce qui nous permet aujourd'hui de voir à quoi le français d'alors pouvait ressembler. Et à vrai dire, si ce n'est pas facilement compréhensible, si l'orthographe peut sembler plus qu'approximative, ça commence quand même à ressembler à du français. Mais c'est encore loin de notre français à nous, et on constate que la langue va continuer d'évoluer. Au XIIIe siècle, on ne parle plus de roman, mais bien d'ancien français. C'est un progrès, mais dans le texte d'origine, on n'y comprend toujours pas grand-chose sans l'aide d'une traduction. La fin du Moyen-Âge, enfin, est une période de désordre et de troubles, avec la Grande Peste d'abord, puis la guerre de Cent Ans. C'est malgré tout une période durant laquelle la langue française se différencie des autres langues d'oïl et devient la langue officielle du royaume de France, au lieu du latin, du picard, des autres langues d'oïl, ainsi que de l'occitan et du franco-provençal. Le développement de la littérature dans ce français moyen prépare le vocabulaire et la grammaire du français classique. Déjà, les textes de François Villon sont lisibles sans peine. Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant Cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? À partir de là, viendra ce qu'on appelle le français classique, à la Renaissance, suffisamment abouti pour permettre de rédiger les textes administratifs et législatifs du pays, selon le vœu de François Ier à Villers-Cotterêts. La langue continuera d'évoluer, bien sûr, elle continue encore aujourd'hui. Mais malgré ces archaïsmes et ces mots démodés, c'est bien du français, langue latine, teintée de celte, de germain, de basque, de viking et que sais-je encore. C'est bien ce qui en fait toute la beauté.